StudyGate Digital Learning Technologies. Ischémie aiguë des membres inférieurs. Alors, c'est l'interruption de l'apport du sang oxygéné au tissu d'un des membres inférieurs en aval de l'obstruction d'un tronc artériel principal. Donc, avec la définition de l'ischémie aiguë des membres inférieurs. La conséquence physiopathologique, et on va la voir, c'est l'hypoxie tissulaire et donc la déviation du métabolisme en anaérobie. Et cette souffrance cellulaire va donc aboutir à une nécrose tissulaire, donc la perte du tissu. Alors c'est une urgence médico-chirurgicale, on va le voir. Ça peut compromettre et le pronostic fonctionnel et le pronostic vital. Maintenant, je vous dis la mortalité, c'est un patient sur 4, donc 25% des cas. D'où l'importance de faire le diagnostic précoce, vraiment, de commencer le traitement et d'orienter le patient vers un service de chirurgie vasculaire. Quels sont les mécanismes éthiopathogéniques de l'ischémie aiguë des membres? On a 4 mécanismes. Donc, soit c'est une embolie artérielle, ou bien une thrombose, un traumatisme artériel, ou bien une dissection aorto-iliaque. Commençons par l'embolie artérielle. Alors, l'embolie artérielle, ce n'est pas la cause la plus fréquente. C'est 40% des cas. Thrombose, c'est 60% des cas. Donc, la cause la plus fréquente, c'est la thrombose. Mais on va décrire toujours l'embolie artérielle à la forme typique. Donc, ça survient généralement sur une artère saine, mais peut survenir sur une artère pathologique athéromateuse. Ça correspond à la migration d'un corps circulant à partir soit de la cavité cardiaque ou bien d'un axe artériel d'amont qui va se bloquer le plus souvent au niveau d'une bifurcation artérielle. Avec une embolie sur une artère pathologique, c'est très grave, ça va bloquer la bifurcation artérielle et donc les collatérales. Donc l'embole est le plus souvent fibrino-cryorique dans 95% des cas, qui est le plus souvent d'origine cardiaque dans 75% des cas. Plus rarement, l'embole est tumorale, par exemple un myxome de l'oreillette gauche, septique dans le cadre d'une endocardite infectieuse, calcaire dans le cadre d'un rétrécissement aortique calcifié ou un corps étranger. Dans ce cas, c'est les accidents de cathétérisme interventionnel et c'est très rare. Et on va voir que l'embolie sur une artère saine, c'est un tableau très grave et très brutal. Par contre, la thrombose, elle survient généralement sur une artère malade athéromateuse et ça correspond à la formation in situ d'un caillot sanguin au contact d'une plaque compliquée. Et le thrombus va s'étendre en amont et en aval de façon variable. Et généralement, le tableau il est subaigu. Vu que les artères sont pathologiques, généralement, on a des artères collatérales déjà préformées. Troisièmement, le traumatisme artériel, que ce soit un traumatisme direct ou indirect, il peut s'agir d'une contusion, d'une plaie ou d'une compression. Et quatrièmement, c'est la dissection aiguë de l'aorte. Donc, c'est une cause qui est rare, mais parfois, ça peut révéler même une dissection de l'aorte typique. Et dans ce cas, il faut faire l'angioscanner, attention, les examens complémentaires. Les conséquences physiopathologiques de l'ischémie aiguë de membre alors sont de deux ordres, local et général, et ça va dépendre de la localisation, de l'étendue et aussi de l'ancienneté de l'occlusion. Donc, commençons par les causes locales. L'ischémie aiguë de membre alors va intéresser chronologiquement différents tissus. Alors, les premiers tissus qui vont souffrir, c'est le tissu nerveux, surtout les terminaisons nerveuses cutanées, qui vont souffrir à partir de la deuxième heure. Donc, c'est la première manifestation. Les nerfs supportent très mal l'ischémie. Puis, donc, les nerfs au niveau des loges musculaires vont souffrir à partir de la quatrième heure. C'est ce qu'on appelle donc l'acsonomésis. Donc, on aura les signes de l'ischémie nerveuse. D'abord, les paresthésies, puis l'anesthésie et ensuite la paralysie. Donc, la motricité, elle est décalée par rapport à la sensitivité. Et l'atteinte sensitive-motrice, c'est un signe de gravité. Alors, même si c'est un peu précoce, ça signe la gravité.
Puis on aura l'atteinte de muscles au-delà de la 6e heure. Donc l'ischémie musculaire va se manifester par un typique et authentique syndrome d'éloge, donc des muscles qui sont tendus, de l'œdème et une douleur très importante. Ensuite la peau, donc son atteinte elle est tardive à partir de la 12e heure. Et c'est de mauvais pronostics car bien sûr, ça témoigne d'une ischémie déjà dépassée et qu'il y a déjà des lésions sous-jacentes irréversibles. Et dans ce cas, bien sûr, c'est le stade de l'amputation. Si on a une ischémie de la peau, donc c'est l'ulcère et ça va favoriser donc infectieuses qui vont mettre en jeu le pronostic vital. Et le dernier organe à souffrir, c'est bien sûr l'os. Mais il faut savoir qu'il y a une part de réversibilité. Il faut savoir que le stade d'atteinte sensitivo-motrice et musculaire, c'est réversible. D'où il faut tenter une revascularisation efficace à temps. Alors, les conséquences locales donc, vont apparaître surtout à partir du stade d'ischémie musculaire. Donc, l'anoxie musculaire va être responsable d'une vasodilatation capillaire, donc une augmentation de la perméabilité. Il y a de l'œdème donc intra-extracellulaire qui va augmenter la pression interstitielle dans une loge qui est inextensible. Donc cette augmentation de la pression interstitielle va entraîner une stase veineuse et lymphatique par compression et donc un arrêt circulatoire local qui va encore aggraver l'anoxie tissulaire et aggraver l'œdème et c'est un cercle vicieux qui va s'installer. Donc la pression interstitielle va dépasser la pression capillaire, c'est le syndrome d'éloge et c'est l'arrêt de la circulation capillaire. Donc il faut envisager une rupture de ce cercle vicieux, surtout l'aponevrotomie de décharge. Donc c'est le traitement vraiment de sauvetage qui va rompre le cercle vicieux. Mais aussi l'anoxie tissulaire va dévier le métabolisme vers l'anaérobiose, d'où on aura un relargage donc des métabolites acides, notamment l'acide lactique, qui vont aussi augmenter la vasodilatation et donc l'œdème. Mais attention, si on envisage de revasculariser, ces métabolites risquent de passer dans la circulation et d'entraîner donc des troubles graves. Avec allège, donc, à l'aponevrotomie, il faut envisager aussi ce qu'on appelle le lavage des membres. Donc, on a déjà deux modalités thérapeutiques à envisager avec la revascularisation pour diminuer les conséquences nocives du syndrome de revascularisation. Maintenant, les conséquences générales. Alors, on a deux phases. D'abord, le stade de dévascularisation musculaire qu'on a déjà décrit, donc l'anoxie musculaire, avec l'anaérobie, la libération de lactate et pyruvate et l'acidose métabolique, la souffrance et la lyse cellulaire, donc notamment la rhabdomyolyse qui va être responsable de la libération de la myoglobine, de potassium et des radicaux libres. Et deuxième stade, c'est le stade de revascularisation, c'est la principale cause de mortalité. Le risque il est maximal car il y aura passage dans la circulation systémique de ces produits. Donc on aura une acidose métabolique hypercalémique, la libération de myoglobine va être responsable d'une nécrose tubulaire aiguë et donc d'une insuffisance oligo-anurique qui va aggraver l'acidose métabolique et aussi l'hypercalémie. Les radicaux libres qui vont être responsables des atteintes cardiaques, donc des myocardites, et des conséquences pulmonaires, donc le syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Avec allège, donc il faut envisager l'aponevrotomie de décharge préventive dès qu'on a une ischémie prolongée qui dépasse les 6 heures, donc pour éviter l'anoxie musculaire, et dès qu'on a une masse musculaire très importante, donc surtout dans les atteintes fémoro-poplitées, associées à un lavage intra-artériel du membre. Sur le plan clinique, alors on va décrire surtout la forme d'embolie sur artère saine. Donc les signes fonctionnels, la douleur, donc elle est brutale, elle est intense à type de broiement ou de crampe, qui est étendue souvent à tout le membre, peut être soulagée par la mise en déclivité, et l'impotence fonctionnelle d'installation rapide à cause de la douleur, mais aussi à l'ischémie nerveuse. On aura aussi les paresthésies, l'engourdissement, puis l'anesthésie.
Les signes physiques, alors il faut examiner comparativement les deux membres. Donc ça va nous donner les 5 P, donc pulseless, pain, pâle, paresthésie et paralysie. Donc le membre il est pâle, il est vide. À un stade plus tardif, il y a les cyanosés, voire en marbrure. Le membre il est glacé, donc il est froid. Les troubles sensitifs ou moteurs, donc les paresthésies, voire l'anesthésie, la parésie ou la paralysie, l'abolition des poux qui est pathognomonique, qui va confirmer le diagnostic. Donc, en cas d'embolie sur artère saine, c'est un diagnostic clinique. Attends, on n'aura besoin d'aucun examen d'imagerie. Et un autre signe, là je me dis que CM, donc les veines superficielles sont collabées. À la khatr, on a une diminution de retour veineux. Donc, surtout ce qui marque le tableau clinique, c'est la brutalité et l'unilatéralité. Une fois le diagnostic posé, alors 3 diagnostics vont se poser par le chirurgien. D'abord, la gravité de l'ischémie, le siège de l'occlusion artérielle, ensuite l'étiologie de l'ischémie aiguë. Et une autre question, donc, sur l'état cardiovasculaire et le terrain du patient. Pour répondre à la première question, alors la gravité de l'ischémie, donc c'est le facteur temps, l'ancienneté de l'occlusion artérielle. Donc tout patient vu tardivement, c'est un mauvais pronostic. Ensuite, le siège de l'oblitération, si c'est proximal, c'est plus grave. Les signes locaux, donc les marbrures, les troubles sensitifs ou moteurs, par ordre de gravité, d'abord l'hypoesthésie, puis la parésie, ensuite l'anesthésie totale et enfin la paralysie. Un autre signe de gravité, c'est la douleur et la rigidité à la palpation des masses musculaires. Les signes généraux aussi de gravité, c'est les signes d'instabilité hémodynamique, le collapsus, une nécrose myocardique à l'ECG, des troubles de rythme, l'anurie, donc liée à l'insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire, et biologique, c'est l'acidose, l'hyperkaliémie, la rhabdomyolyse et l'insuffisance rénale. Systématiquement, devant la suspicion d'une ischémie aiguë de membre, il faut faire un bilan préopératoire. Il y fait donc groupe sanguin systématique, NFS, bilan d'hémostase, l'ionogramme sanguin, la fonction rénale, gaz du sang et l'ECG pour dépister une complication et parfois pour voir l'étiologie en cas d'arythmie ou d'infarctus de myocarde. La radiographie de thorax aussi, elle est systématique. Donc, elle est le bilan préopératoire à ne pas oublier. Maintenant, on arrive à classer donc l'ischémie aiguë de membre selon la sévérité. On dit une classification de Rutherford, donc il faut l'apprendre, il y a des questions dessus. Fait à 4 stades, donc le stade 1 c'est un membre viable, et à partir du deuxième stade, on a un membre qui est menacé. Donc le 2A c'est un membre menacé, la perte de sensibilité elle est minime, on a surtout les paresthésies, mais le signal Doppler artériel il est occasionnellement présent. Par contre, le stade 2B, stade de membre menacé de façon critique, là, la perte de sensibilité elle est partielle, donc on a une anesthésie, on a les douleurs musculaires donc, et début de paralysie. Le signal Doppler artériel il est vraiment rare, c'est-à-dire que la pression elle est inférieure à 30 mm de mercure. Et le troisième stade, c'est le stade d'ischémie irréversible. Là, on a les signes cutanés, les marbrures, les flictènes, voire la nécrose. Le mollet, il est dur et douloureux. La perte de sensibilité, elle est complète. La paralysie, elle est complète. Et le signal Doppler artériel et veineux sont abolis. Donc, à ce stade, généralement, c'est l'amputation quasi certaine. Mais le stade 3B, donc une récupération possible, c'est reperméabilisation artérielle très urgente. Donc, vraiment, il faut faire très vite. Et à ce stade, donc, on peut avoir des séquelles. Puis la deuxième question, c'est le siège de l'occlusion artérielle. Donc, on va recourir surtout au pouls, sauf chez l'artéritique. Donc, surtout le pouls. Et la règle est facile, le niveau d'oblitération artérielle est plus haut situé que le niveau des signes cliniques. Donc, dès qu'on a une modification de la chaleur locale ou de l'anesthésie, c'est que l'oblitération artérielle elle est un peu au-dessus. À la khatra, on dit bien sûr la circulation collatérale. Par contre, pour les pouls, dès qu'on trouve un pouls, c'est que l'occlusion artérielle elle est en aval. Donc, si on trouve
le pouls fémoral, c'est que l'ischémie, elle est probablement soit fémorale superficielle, soit poplitée ou en aval, et ainsi de suite. Puis la question, c'est l'étiologie de l'ischémie de membre. Donc, comme on l'a dit, deux grandes étiologies, l'embolie ou la thrombose. La prise en charge thérapeutique n'est pas la même, on va la voir. Donc, qu'est-ce qui nous oriente vers une cause embolique? Un sujet jeune, une maladie cardiaque emboligène, notamment une arythmie, un début très brutal, une ischémie d'emblée grave et d'emblée sévère, et l'évolution rapidement défavorable, et le pouls présent dans le membre contralatéral. Et ici, ça survient sur une artère saine. Mais il faut savoir qu'une embolie peut survenir sur une artère pathologique. Dans ce cas, le tableau il est atypique. On peut avoir des anomalies dans le membre contralatéral, donc l'absence de pouls, vu que le membre il est déjà artéritique. Le début peut être subaigu, mais toujours donner de l'importance à la gravation du tableau. Alors, quelles sont les étiologies des embolies? Donc, les embolies à point de départ cardiaque et les embolies à point de départ artériel. Pour les embolies à point de départ cardiaque, bien sûr, c'est les plus fréquents. L'arythmie par fibrillation complète, c'est l'étiologie la plus fréquente. On a aussi les autres troubles de rythme, le flutter qui est moins emboligène. Les cardiopathies ischémiques, surtout à la phase aiguë d'anidième par trouble de la cinétique segmentaire, on aura la formation d'un thrombus intravégé qui peut emboliser en distalité, une cardiomyopathie dilatée avancée avec dysfonction VG sévère aussi par thrombus intravégé, les anévrismes du ventricule gauche, les valvulopathies mitrales ou le rétrécissement aortique calcifié, les endocardites infectieuses pour les emboles bactériens, le myxome de l'oreille gauche et les prothèses valvulaires. Pour les embolies à point de départ artériel, on a surtout les plaques athéromateuses, surtout au niveau de l'aorte, la dissection de l'aorte, qui peut aussi emboliser, et plus rarement, les emboles de cristaux de cholestérol, qui vont donner une ischémie très distale et les pouls généralement sont présents. On a aussi l'embolie paradoxale, en fait, qui va compliquer une thrombose veineuse profonde. Alors l'embole va migrer soit dans la circulation pulmonaire pour arriver à la circulation gauche ou bien par une communication interauriculaire va migrer dans les cavités gauches et emboliser au niveau des artères des membres. Mais dans plusieurs cas, l'origine de l'embole reste inconnue malgré un bilan exhaustif. Il y a bien sûr l'échographie cardiaque, voire l'ETO, un holter rythmique à la recherche d'un trouble de rythme paroxystique, voire l'IRM cardiaque à la recherche d'un thrombus de VG. C'est l'examen de référence. La deuxième étiologie, c'est les thromboses, qui c'est l'étiologie la plus fréquente. Alors là, c'est un patient qui est âgé, qui est artéritique, qui a plusieurs facteurs de risque. L'apparition est plus progressive. Le début, il est subaigu et c'est des artères pathologiques. Donc, à l'examen du membre contralatéral, on peut avoir des pouls qui sont faibles ou absents. Alors, et surtout si ça survient sur des artères pathologiques. Bien sûr, les étiologies, c'est l'artérite oblitérante des membres inférieurs, parfois les artérites inflammatoires en cas de maladie du système. On a aussi les anévrismes artériels, notamment l'anévrisme poplité, donc les thromboses sur anévrisme, le syndrome de l'artère poplitée piégée, le kyste adventiciel et l'artérite radique. Aussi la compression extrinsèque, notamment par un rhabdomyosarcome de la cuisse. Donc, c'est les causes de thrombose sur artère pathologique. Bien sûr, à l'èche, ça va thromboser, qui triade de Virchow, donc par ralentissement de flux, surtout en cas de compression, d'hypovolémie, de baisse de débit cardiaque, et par l'hyperviscosité sanguine en cas de déshydratation, d'inflammation, de polyglobulie ou de thrombocytose. Un cas particulier, c'est le thrombose de pontage vasculaire, donc on va voir soit par une anomalie de greffon veineux ou par hyperplasie intimale au niveau des pans. Maintenant, pour les thromboses sur artère saine, donc c'est surtout les thrombophilies. Donc, on a les thrombophilies constitutionnelles, c'est le déficit en protéine C, en protéine S, en antithrombine 3, et les thrombophilies acquises, le syndrome des antiphospholipides,
et surtout la thrombopénie induite par l'héparine, ce qui survient entre le 5e et le 10e jour. On a aussi la phlébite bleue qui va entraîner une compression artérielle secondaire à une thrombose veineuse profonde très importante et un œdème très important qui va comprimer l'artère, généralement c'est distal. Les autres étiologies, alors comme on a dit, les traumatismes, là, surtout la luxation traumatique du genou, donc risque d'atteinte de l'artère poplitée, la dissection de l'aorte, dans ce cas le tableau il est très évocateur, avec une douleur thoracique brutale postérieure migratrice, et dans ce cas, l'héparine elle est contre-indiquée, c'est le seul cas où il ne faut pas donner de l'héparine. On a aussi d'autres causes, notamment toxiques, la cocaïne, et le spasme artériel lié à la prise de dérivés d'ergot de seigle, notamment c'est l'ergotisme. Donc au total, les questions d'examen surtout vont porter sur la comparaison entre étiologie embolie et thrombose, donc il faut vraiment cerner les éléments en faveur de l'une ou l'autre. Alors, en faveur d'une origine embolique, d'abord le terrain, la présence d'une cardiopathie emboligène, notamment une fibrillation auriculaire, infarctus du myocarde ou CMD avec dysfonction VG sévère, l'absence d'antécédents de claudication, les palpitations qui témoignent probablement d'un trouble de rythme paroxystique. Le tableau dans ce cas il est brutal et à l'examen clinique, les pouls contralatéraux sont présents généralement si c'est une artère saine. À l'ECG on peut trouver donc la pathologie sous-jacente et à l'artériographie, l'aspect caractéristique, c'est un arrêt brutal en cupule avec absence de collatéral. Par contre, en cas d'origine thrombotique, le terrain, généralement, c'est un patient qui est athéromateux, aux antécédents de claudication, qui a plusieurs facteurs de risque. Le début, il est progressif. À l'examen clinique, généralement, le membre contralatéral, il est pathologique. Le pouls, il est diminué ou aboli. Et, notion très importante, c'est l'amélioration après l'injection de l'héparine, c'est en faveur d'une cause thrombotique. Et à l'artériographie, l'aspect caractéristique, c'est un arrêt irrégulier en queue de radice et le lit artériel pathologique et athéromateux, et on a la circulation collatérale. Pour la prise en charge thérapeutique, alors c'est une urgence médico-chirurgicale, donc la prise en charge vraiment précoce, idéalement avant la 6e heure. Alors, les objectifs, c'est bien sûr d'abord de préserver le pronostic vital, de sauver la vie, c'est une maladie qui est mortelle. Deuxièmement, de préserver le pronostic fonctionnel, donc sauver le membre. Et troisièmement, prévenir les récidives. Donc d'abord, il faut réanimer et mettre en condition le malade, donc assurer une hydratation large. Donc si le malade il est en état de choc, il faut surélever les jambes, assurer une bonne hydratation, corriger les troubles hydroélectrolytiques. Quand on a acidose ou une hypercalémie, il faut alcaliniser les urines, donner de l'Azilix, voir si indication à l'hémodialyse, faire une séance d'hémodialyse. Et surtout l'héparinothérapie en bolus à dose curative 50 mg en IVD. Donc il y a une structure d'urgence ou en pré-hospitalier. Il faut donner le bolus d'héparine. Sauf si on suspecte une dissection de l'aorte, bien sûr c'est une contre-indication. Ce bolus d'héparine, il va limiter l'extension de la thrombose. Parfois il est à lui seul le traitement, donc ça va parfois restaurer le flux artériel. Et bien sûr il faut donner des antalgiques. C'est très douloureux, donc ne pas hésiter à donner des paliers 2, paliers 3. Puis il faut discuter la revascularisation en urgence. Donc là, ça va dépendre de l'étiologie et de l'ancienneté de l'occlusion. Donc le cas typique, en cas d'embolie proximale sur une artère saine, il faut envisager l'embolectomie à la sonde de Fogarty. Donc il n'y a aucune contre-indication absolue. Ou là donc, il ne faut pas faire l'écho-doppler, il ne faut pas faire d'autres examens complémentaires. Le diagnostic il est clinique, il faut directement anesthésier le malade. Et sur la table, on peut faire l'artériographie pour guider ce geste. Deuxièmement, si on a une embolie sur une artère pathologique. Dans ce cas, alors, il faut faire un pontage artériel en urgence. Donc, si l'embole il est à l'étage aorto-iliaque, on peut faire des pontages aorto-fémoral
ou bien des pontages extra-anatomiques, donc axillo-fémoral ou fémoro-fémoral croisé. Et si l'embole a l'étage fémoro-poplité, on peut donc se servir de la veine saphène pour faire un pont fémoro-jambier. Mais là, l'indication du pontage, vraiment, c'est urgent. Par contre, en cas de thrombose sur artère pathologique, donc la cure d'héparine et parfois l'hydratation peuvent donc améliorer l'épisode et les vasodilatateurs artériels peuvent améliorer la tolérance. Puis donc on va discuter le pontage artériel différé, donc pas en urgence. En cas de traumatisme, bien sûr, envisagez une réparation artérielle. Maintenant, pour les thromboses de pontage, l'on a alors l'indication des traitements fibrinolytiques en intra-artériel. On peut utiliser l'altéplase et le RTPA en intra-artériel. Et bien sûr, rediscuter un autre pontage. Pour les cas vus tardivement, bien sûr, c'est l'amputation. Alors, il faut prévenir le syndrome de reperfusion, bien sûr, 4 modalités. D'abord, le remplissage et l'amorçage de la diurèse, le lavage du membre, à travers une artériotomie, on va injecter une solution de séromphy héparinée enrichie en substrat nutritif qu'on va récupérer à travers la veine adjacente par une vénotomie. Et la ponivrotomie qui va lutter contre l'œdème et limiter donc le syndrome de revascularisation. L'indication, c'est à partir de la 6e heure ou si la masse musculaire est importante. Et bien sûr, toujours, il faut traiter l'étiologie. Si c'est une cardiopathie emboligène, il faut une anticoagulation efficace. Si c'est un anévrisme de l'aorte, il faut l'exclure. Et si c'est une artérite chronique, il faut mettre le patient sous anti-agrégants plaquettaires et des vasodilatateurs et des statines. Et bien sûr, chercher d'autres localisations, l'échographie des troncs supra-aortiques et l'échographie cardiaque, voire la coronarographie si on a une ischémie myocardique. Donc le pronostic, il est vraiment très sombre. La mortalité, 25%, peut atteindre 35%, surtout en cas de phénomène de revascularisation. La morbidité, elle est aussi importante. Il ne faut pas oublier le risque de saignement majeur par l'abord artériel, l'amputation dans 20% des cas, les infections d'aponivrotomie et l'insuffisance rénale parfois au stade d'hémodialyse définitif. StudyGate, Digital Learning Technologies.